Bonjour à tous, toujours en direct, toujours en public ici même à l'occasion d'Industria Méditerranée, 20e édition. On va parler d'un sujet nouveau, on n'en parlait pas l'an dernier. Et pourtant, depuis que des tas de gens, à commencer bien par Monsieur Zuckerberg, ont commencé à parler de gros mots comme le metaverse, les jeux mots numériques, on en parle un peu plus longtemps, la virtualisation, tout ce qui est chaîne de production augmentée, enfin tous ces gros mots, bien nos spécialistes vont les expliquer sur le plan technique, mais aussi philosophique. Bonjour Laurence Vanin, comment allez-vous? Très très bien, merci. Laurence Vanin, essayiste, philosophe, qui nous aide à prolonger un petit peu les débats qui vont parfois trop sur la technique et de remettre l'humain au cœur de tout ça. Un expert, eh bien, s'il y a un expert dans le Grand Sud sur le Metaverse qui va vous parler de digitalisation, de nouvelles chaînes, de multiverse également, et pas celui du Docteur Strange, mais celui de la chaîne de production industrielle, c'est bien Kevin. Bonjour Kevin Solaire, présentation de votre société. Et bonjour, merci de m'avoir invité sur cette chaîne. Présentation de Virteam. Donc Virteam, ça fait 10 ans qu'on fait des métaverses. Effectivement, métaverse, c'est un mot qui est apparu il y a peu de temps, mais finalement, nous, on fait ça depuis 10 ans. Donc, on crée des environnements immersifs qui vont permettre à des marques, essentiellement en B2B, de pouvoir virtualiser leurs environnements, de faire se rencontrer des gens, d'interagir, de proposer des choses au travers de ce qu'on appelle du coup le métaverse. Finalement, c'est un mot qui existe depuis peu de temps, mais qui existe depuis finalement super. Ah, mais surtout pour les amateurs de théorie des cordes et de physique quantique, on parlait de multiverse, de coexistence. Maintenant, on voit que c'est du concret et que ça mène des usages industriels impressionnants. Alors quand même, vos références, Nespresso, Orange, Parc Astérix, Leroy Merlin, Schneider Electric, Alliance, Avis, enfin, la liste est longue, je m'arrête là. Enfin, on va avoir, grâce à votre présence, du concret, du très concret, dans un univers où j'entends, et ça m'énerve d'ailleurs, trop souvent les gens vont dire « Oh là là, ouais, le métaverse, ce gadget ». Alors on commence tout de suite par ça, le métaverse, le multiverse, la chaîne de production augmentée, l'intelligence collective, ça. Enfin, il y a plein de gros mots technologiques derrière tout ça. Il y a des nouveaux enjeux, il y a des nouveaux métiers aussi pour les jeunes qui sont assez passionnants. Quelle définition du métaverse, et notamment du métaverse pour l'usage de l'industrie, pouvez-vous nous donner? Alors, déjà, effectivement, beaucoup de références. On a 3500 clients, comme je le disais, en 10 ans, donc ça fait pas mal de références. Et beaucoup de concret, puisque finalement, sur toutes les solutions qu'on déploie, il y a de l'analytics, il y a des données. Et donc, quand on analyse ces données, on voit ce qui marche ou ce qui marche pas. Alors, définition du métaverse, donc c'est un environnement immersif qui va permettre à des gens de se retrouver. C'est une définition qui est très large. Aujourd'hui, elle n'est pas réellement arrêtée. Au moins, elle est courte. Voilà. Et moi, je voudrais, vu qu'on a beaucoup de jeunes dans l'audience, on va parler aux jeunes. Aujourd'hui, les mots-clés techniques, tout ça, soyons clairs, on s'en fout complètement. La question, c'est à quoi ça sert? Et est-ce que réellement j'ai un intérêt à aller là-dedans? Parce qu'on a beaucoup, trop souvent des marques qui viennent nous voir et qui finalement le font pour le buzz, pour les mauvaises raisons, ou juste parce qu'ils ont entendu le mot-clé, que leur direction leur a tapé dessus en disant « Ouais les gars, ça fait… » Comme longtemps, pour le green, on parlait de greenwashing, on n'allait pas vraiment avoir une démarche d'impact, ça a duré 10 ans, 15 ans avant qu'on se pose les vraies questions. Et pendant ce temps, pendant les travaux, avant de continuer de le gérer, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des vagues de fond. On voit aujourd'hui l'extrême urgence. Le metaverse, c'est quoi là son importance stratégique justement? Parce qu'on voit bien ça, l'enjeu, il est où? En fait, il y a plusieurs enjeux. Celui qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est l'éducation, puisque c'est un moyen de créer des classes finalement déportées de la réalité. Et je vais sortir une anecdote là-dessus. L'université de Strasbourg a complètement arrêté de faire des classes en physique à cause notamment de l'énergie, des coûts de l'énergie actuels. Donc c'est un moyen en fait d'avoir des classes qui vont être déportées sur l'éducation. Dans l'industrie, ça va être un moyen de créer du jumeau numérique, d'aller déployer des usines ailleurs et d'avoir un vrai modèle digital sur lequel on va se calquer. C'est aussi un moyen d'améliorer la production, c'est aussi un moyen de recruter, c'est aussi un moyen de former, c'est un moyen d'onboarder les collaborateurs, donc de faire venir les nouveaux collaborateurs et leur donner les bons process. On va parler, j'aimerais vraiment, une fois que Laurence nous aura donné un peu sa sensibilité, sa définition du metaverse, vraiment qu'on approfondisse pratiquement chacun des items avec du concret, les jumeaux numériques, la formation, etc. C'est dans quelques instants, mais tout d'abord par rapport à cette définition qui est courte et impactante, est-ce que vous avez envie de la modérer, de la compléter, de la… Voilà, allez, Laurence Vanin. Ce qui est intéressant pour moi, c'est d'envisager deux aspects du métaverse. Soit on considère un métaverse où on est en parallèle en train de vivre autre chose dans une autre dimension, comme si on avait notre vie réelle, concrète, j'ai envie de dire, et une autre qui pourrait nous mener dans le monde des affaires, dans le monde de l'art, on le sait, avec pas mal de NFT, etc., ou même dans des espaces de coworking. Ça, c'est une chose. Ou alors, est-ce que le métaverse est à concevoir comme le prolongement de ce que je suis? Et à ce moment-là, ça veut dire que l'avatar, qui vient du sanskrit, se réincarner, se remettre dans la chair,
peut poser un problème éthique parce qu'on est en train déjà de se dire, bah tiens, si dans le monde qui est prolongement de moi, je prends cher et je deviens en fin de compte une entité concrète, eh bien, quelles valeurs ont mes actes de l'autre côté? Comment en réalité on peut réguler si je suis quelqu'un d'agressif ou même quelqu'un qui veut endoctriner? Et à partir de ce moment-là, on peut se demander, ben, qu'est-ce qu'on va faire de ces multiples identités, de ces prolongements de soi, tout en sachant bien évidemment que là, on pose un peu les garde-fous. Et que méta, ça vient toujours pour le philosophe, c'est le métaphysiquer, ce qui est après la physique ou derrière la physique. Donc effectivement, le monde métaverse, c'est un monde qui n'est pas dans la physique et qui est dans une immersion, qui donne l'impression qu'on est physiquement ancré dans une réalité. Si on donne du concret sur ce que tu as dit, en fait, effectivement, sur les métaverses, c'est ce qui pourrait parler aux jeunes, entre autres. Fortnite, on va estimer que c'est un métaverse. Ouais, Roblox, en fait, Roblox, ouais, c'est ça. Roblox, Decentraland, Sandbox, etc. Là où moi, par contre, j'ai un avis qui est assez tranché là-dessus, mais c'est plus, je dirais, commercialement parlant. Roblox, Decentraland, Sandbox et tous ces métaverses existants aujourd'hui, pour moi, me posent un souci, puisque c'est une tendance. On ne sait pas lequel de ces métaverses va réellement émerger dans les années qui viennent. S'il va y avoir la même chose que ce qui s'est passé sur la bulle des crypto-monnaies avec des gens qui vont se barrer avec tout l'argent et qui vont faire planter leur métaverse. Donc nous, ce qu'on conseille en tout cas aujourd'hui, c'est plutôt aux marques d'aller créer leurs propres métaverses qui sont dépendants de personne. Parce que si on résume, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, métaverse, c'est un environnement qu'on recrée, ou qu'on crée à base de photos, de 3D, peu importe, et dans lequel on va pouvoir naviguer. Donc on imagine, ce qu'on connaît tous, on a acheté une parcelle de terrain, j'ai mis un terrain dessus, etc. À date, le business model des métaverses existants, c'est de dire que vous achetez votre terrain, basta. On ne sait pas si demain c'est métaverse. On nous a déjà fait le coup il y a 10 ans avec Second Life, où il ne s'est pas passé grand-chose, et des gens qui achetaient des terrains sur Second Life. Alors qu'est-ce que j'allais dire, et c'est là où le truc doit être compris, si on va sur un métaverse existant comme Decentraland, on ne sait pas si dans 2 ans, ils vont dire dans le business model, on va vous mettre une taxe foncière. Ça, aujourd'hui, on n'en est pas conscient, on ne sait pas. Donc, c'est très compliqué d'aller axer une stratégie, finalement, marketing sur des métaverses quand on ne sait pas de quoi va être fait demain. Le web, aujourd'hui, il est assez ancré, on sait qu'il sera encore là demain. Maintenant, le métaverse, c'est la plateforme. Est-ce que j'ai investi sur une plateforme plutôt que sur un global? C'est compliqué. Ok, on va très vite quitter la définition, mais on nous parle souvent, quand on parle de métaverse, d'un univers parallèle technologique qui est lié, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle globalement le Web 3, la NFT, la blockchain, etc. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu le rapport consanguin, concurrent, jumeau entre ces deux types d'univers? C'est la même chose, c'est autre chose? Comment vous le vivez, le Web 3? Enfin, donner un peu une définition pour ceux qui connaissent et voir un peu comment tout ça coexiste. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est qu'en plus, le métaverse, c'est quelque chose dont on ne sait pas effectivement quel est le modèle qui va être dominant. Émerger, il y en aura plein à mon avis, mais dominant, on ne sait pas lequel va être. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être aussi, dans le cadre des smart cities, une modélisation de la vie dans laquelle on pourra avoir effectivement de l'immobilier, de la transaction. Donc là, ça commence à interroger parce que financièrement, les enjeux sont colossaux. Et surtout, c'est la poursuite de l'État. Parce que quand on regarde Monaco, on sait que géographiquement, l'État est limité entre la montagne d'un côté, enfin le rocher, de l'autre côté la mer. Alors là, le Smart City envisage une extension sur l'eau. Et malgré tout, pour pouvoir gagner de l'espace, de l'habitat ou autre, eh bien, le métaverse peut être un prolongement de l'État très efficace. Donc, quelle est la main politique qui va être à l'œuvre dans ce métaverse pour y faire régner la loi ou, comme vous disiez tout à l'heure, y faire régner une forme de, de lieu de la finance avec des enjeux encore différents. Des enjeux encore différents, Kevin, par rapport à ça, Web3, Metaverse? Moi, honnêtement, aujourd'hui, encore une fois, on s'en fout. Est-ce que c'est lié, pas lié? C'est pas la question. C'est est-ce que aujourd'hui, ça peut apporter quelque chose en valeur ajoutée à votre profession, à vos clients, à vos collaborateurs? C'est ça la question. En fait, le Web 3 qui a émergé, le Web 2 initialement, donc les sites internet standards, etc. À l'époque, on s'est posé la question dans les années 90, est-ce que je dois faire un site, pas un site? Si on les avait fait dans les années 90, on aura un référencement aujourd'hui qui serait tel qu'on serait hyper content d'avoir fait. Maintenant, il ne faut plus faire la connerie à nouveau et d'être français et de faire un Minitel bis. C'est là. Il n'y a plus une question, est-ce que c'est là ou pas? C'est là. Maintenant, la question, c'est dans quoi vous investissez? Qu'est-ce qu'on fait avec pour qu'on fasse quelque chose de concret? Donc, oui, c'est lié, la crypto, la blockchain, tout ça. Moi, je vais dire déjà, c'est moins mes domaines d'activité, donc je ne vais pas émettre d'avis là-dessus. En revanche, c'est lié, mais tout en étant dissocié. C'est-à-dire que ça peut être contingenté, on n'est pas obligé de partir partout, exactement. Sinon de se disperser, de rien faire de typiquement bien. Un industriel qui va aller faire de la crypto, hormis c'est pour faire du paiement spécifique parce que ses clients veulent le payer en crypto parce qu'ils viennent de pays différents, oui, peut-être. La blockchain pour aller faire de la traçabilité, peut-être. Mais encore une fois, le métaverse, c'est un truc qui n'a rien à voir avec tout ça. Ça peut vivre avec, ça peut vivre sans.
Il faut pas tout mélanger, il faut pas imaginer que c'est forcément, je vais redire un truc qui est clé, c'est pas forcément des sujets qui sont complexes, c'est pas forcément des sujets qui coûtent cher. Tout va dépendre de l'axe qu'on va choisir pour effectivement aller investir dans ces métaverses. Et c'est là où c'est hyper important. Arrêtons de croire que c'est de la branlette intellectuelle, parce que c'est pas le cas. C'est des trucs concrets. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Très bien. Alors justement, on est sur le salon industriel. On a un petit peu parlé de manière généraliste du Metaverse et de ses usages. Applications concrètes, on a tout à l'heure parlé de jumeaux numériques industriels. On en parle, on sait que ça existe. J'entends dire que ça coûte quand même très très cher. Est-ce que c'est de plus en plus accessible? Bref, dans l'univers industriel, qu'est-ce qu'on fait du Metaverse? Monsieur l'expert, madame la philosophe. En fait, c'est très cher. Oui et non, déjà tout est relatif, premièrement. Deuxièmement, est-ce que je me base sur de l'existant? Est-ce que je me base sur de la 3D? Quels sont les assets? Sous-entendu, qu'est-ce que j'ai déjà à disposition que je peux réutiliser pour les amener dans le métaverse? Tout ça va avoir un impact. Aujourd'hui, est-ce que c'est cher? Je vais donner un chiffre clé. Nous, on a déjà créé des solutions de métaverse pour des clients sans s'indexer à des centrales et autres, vraiment leur métaverse à eux-mêmes, en dessous de 10 KE. D'accord, en c'est fait, quand même pour, effectivement. C'est ultra accessible. Enfin, je veux dire, ça coûte même moins cher qu'un site web parfois. Donc ça ne veut rien dire. Après, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on en fait dans les jumeaux numériques? La tendance actuelle, et on le voit quand on regarde l'âge moyen des gens qui sont là, c'est le recrutement. Comment je vais, grâce à ces métaverses, recruter des collaborateurs en leur parlant avec un support dans lequel ils se retrouvent, sur les deux facettes, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent virtuellement et dans lequel ils voient que ça correspond à l'image qu'ils ont du monde. Et ça, c'est hyper important. Le deuxième point, comment j'onboard ces collaborateurs, sachant qu'aujourd'hui, j'ai du télétravail, j'ai des gens qui sont loin, j'ai des usines aux quatre coins du monde peut-être. Donc, comment j'arrive à créer une cohésion, une marque employeur, etc., qui soit forte, sans passer par le digital ou par des métaverses. C'est très compliqué. Donc, autant passer par ce qu'on a et qui fonctionne bien. Et dernier point, le jumeau numérique, effectivement, je veux dupliquer une usine au Cambodge ou ailleurs, eh bien, je peux virtualiser ma première usine qui me servira de modèle, qui sera en fait ma notice virtuelle pour aller dupliquer cette usine ailleurs, ou alors je vais beaucoup plus loin dans la démarche, et là on est dans des budgets qui sont autres, et je vais avoir en temps réel ma production qui va être indexée sur mon usine digitale, etc. C'est un sujet qui est ultra vaste, hein. Je peux en parler des heures. Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut commencer avec des petits budgets, on n'est pas obligé d'embrasser toutes les causes d'un coup. Par contre, aujourd'hui, oui. Point hyper important en ce moment qui est demandé, c'est la notion QSE. Alors, comment j'utilise ces sujets-là pour aller former à la prévention au risque, à la sécurité, que ce soit informatique, que ce soit chute de plein pied, que ce soit incendie ou autre. Les métaverses sont l'une des solutions qui va permettre de nourrir vos QSE avec des solutions, diminuer le nombre d'accidents, tout en leur permettant de se former, etc. Pour moi, c'est très clair. Laurence, un point. Je pense qu'on est surtout sur une nouvelle modélisation, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un intermédiaire entre le réel et le non réel. C'est-à-dire pour moi, on est dans du simulacre, on est dans l'imitation, on reproduit. Mais en même temps, il faut se poser aussi les bonnes questions, parce que en réalité, quelqu'un qui reproduit comme ça, combien va-t-il consommer, combien il va falloir envisager de moyens qui vont coûter la planète et en ressources pour crypter, ces données, et en même temps pour les miner, ça, parce qu'il y a un travail de minage qui est important aussi. Donc comment on refroidit tout ça, comment on analyse tout ça. Après, la modélisation effectivement des risques pour envisager comment on peut voir dans son entreprise si un incident venait à se produire. Pour moi, c'est de la simulation, c'est de la mise en œuvre pour que le modèle soit commun à tous. Mais il y a une autre réalité qu'il faut aussi intégrer dans cette modélisation, c'est que tout le monde peut plus ou moins y avoir accès. En même temps, ça ne dit pas la réalité de l'expérience parce qu'on n'est pas vraiment dedans. Le fait, c'est que comme c'est pas très cher, effectivement, tout le monde pourra facilement y accéder et il faudra faire la part des choses entre le vrai et le non vrai, et le vrai semblable, parce que ça aussi c'est intéressant. Et puis, comment, en fin de compte, quand on va aller dans ces dimensions-là, on va se repositionner par rapport au réel, parce que la question, elle est aussi importante. J'ai mon jumeau, j'ai dupliqué un monde, j'ai des affaires dans ce monde-là, et comment je reviens à une forme de réalité qui sera peut-être moins enthousiasmante, moins attractive, moins ludique, moins belle aussi, parce que les images, faut le dire, les images sont très belles dans le concept. Voilà comment on revient à ces fondamentaux. En fait, c'est très juste tout ce que tu dis. Bon, alors, pour répondre à la première question sur la donnée RSE, donc sous-entendu la consommation, aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des serveurs fonctionnent sous forme de bain à huile, et donc on est presque à une neutralité carbone, en tout cas de plus en plus, on essaie de le faire. Et je suis pas ingénieur dans ce domaine-là, mais il y a en ce moment beaucoup de recherches qui sont faites sur réutiliser la chaleur et déployer comme ils le font très bien en Islande, par exemple, avec les sols
et la géothermie pour aller chauffer des maisons, par exemple. Ça, je pense que c'est hyper intéressant. La réalité et le réalisme, ça aussi c'est un autre point clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, investir dans un métaverse qui ressemble à un jeu vidéo des années 80, pour moi c'est absolument une grosse connerie, puisque personne ne se retrouve là-dedans. Juste pour information, pour tous ceux, et je vais donner des données concrètes, qui voudraient investir dans du métaverse, type Decentraland, Sandbox ou Roblox, l'âge moyen c'est 13 ans. Alors à moins que vous ayez l'ambition d'aller chercher des gens qui ont 13 ans, votre auditorat, il n'est pas là-bas. Donc, il ne faut pas aller sur ces métaverses-là. Il ne faut pas fonctionner de cette manière-là. Le dernier point sur la réalité versus ce qui se passe dans le métaverse, je pense qu'il y a un bon film de Spielberg et Ready Player One qui montre bien finalement ce qui peut se passer. Après, c'est comme tout, je veux dire, il ne faut pas abuser aller vers les choses dans l'abus, ça ne fonctionne pas. Maintenant, on pourrait citer plein de cas, je veux dire, j'ai pas de problème à dire ça, mais si on compare la réalité avec le non réel, allez voir le porno sur internet et vous allez comprendre qu'il y a une différence. Il y a aussi du porno que je précise, il y a quand même déjà du porno dans le métaverse, c'est pas... Bien entendu. Ça, nous donnerons les références on a tout ça comme ça, site d'Industria. Que se passe-t-il? Voilà, je ne sais pas. Très concrètement, on avance sur ce sujet, mais à ce stade, maintenant, moi je me dis, il y a des industriels. Alors on a parlé pour les jeunes, et c'est important, on ne va pas vous abandonner les jeunes, mais il y a aussi des industriels dans la salle qui disent, ok, moi j'ai un mini-budget, moins de 10K, je sais qu'il faut faire quelque chose là-dessus, je vais pas pouvoir tout interfacer, mon ERP, mon système, mes trucs, qu'est-ce que je commence par quoi? Est-ce que vous avez du concret, vraiment un mode d'emploi pour commencer à mettre le doigt? J'espère pas dans un engrenage, mais en tout cas dans un univers qui, tôt ou tard, sera clé. On parle maintenant d'univers interfacé, de combinatoire entre les grands donneurs d'ordre, etc. Vraiment des choses assez étonnantes. Là, je pense à tous les projets d'intelligence collective et collaborative, notamment on travaille beaucoup avec Solar Impulse, et on parle vraiment maintenant de conception dans Second World, le monde qu'on a envie d'avoir. Donc, est-ce que dans l'industrie, il y a des choses identiques? En fait, je vais te dire un truc très juste, mais tu as mentionné quasiment la fin du chemin. C'est-à-dire que commençons par des choses concrètes, rapides, faciles à mettre en place avant de vouloir aller très loin. Il faut déjà mettre un pied dans la porte avant de commencer à essayer de se dire je veux le méga truc. Et d'ailleurs, toutes les marques qui l'ont fait avec le budget se sont plantées. Tout à l'heure, on parlait de data. Le premier pas, c'est de regarder les data chez soi et les balancer. C'est quoi le premier pas? Parce que la data, aujourd'hui, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Je veux dire, la data, elle veut rien dire si on n'en a pas un minimum, qu'on l'a pas compris, qu'on l'analyse pas, etc. La base, c'est quoi? Déjà, je vais vous poser une question toute con, industrielle. C'est, avez-vous déjà au moins une visite virtuelle de vos bureaux? Que ce soit pour recruter, que ce soit pour le marketing, que ce soit pour gamifier le parcours, pour l'onboarding, peu importe. Déjà, ça, c'est la base. Ensuite, une fois que vous avez ça, qu'est-ce qu'on peut intégrer par-dessus? Des données en temps réel? Est-ce qu'on peut intégrer des collaborateurs qui viennent vous parler? Est-ce qu'on peut intégrer du multi-utilisateur, du chat, de la prise de rendez-vous? En fait, commençons par les choses simples. Déjà, virtualisons l'environnement qu'on a. Ça, c'est le sujet numéro 1. Ça coûte pas cher. On peut le faire, on le lance. On voit ce que ça donne. Une fois qu'on a vu ce que ça donnait, on crante progressivement. Il faut être cohérent. Je veux dire, ça sert à rien d'arriver et de dire j'ai 500 000 balles à mettre sur la table. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ça, c'est une connerie. Commençons avec moins de budget que ça et crantons dans le temps en fonction des résultats qu'on va avoir. J'aime bien me définir mathématique et pragmatique. Donc là, c'est clair. On calcule un ROI par rapport à je vais investir tant, je vais avoir tant de rentrées derrière. Et pourquoi je le fais? Si l'enjeu il est juste de le faire parce que c'est un beau mot-clé, vous vous plantez, c'est pas le bon sujet. Laurence Ranin. Oui, je pense qu'il faut repenser un peu les choses. Je crois qu'en réalité, quelle utilité peut avoir à quoi ça peut servir pour un industriel d'avoir du métaverse? On peut envisager effectivement d'y faire des affaires, on peut envisager modéliser son usine ou son entreprise et imaginer aussi que c'est un moyen de faire connaître de manière immersive des produits. Ça peut être effectivement intéressant. Mais n'oublions pas en même temps qu'on vend du rêve dans tout ça. Et que si ça tombe entre les mains, je ne parle pas seulement notamment de l'entreprise, mais aussi dans le monde des États, enfin ceux qui sont à même et on pense aussi à des GAFAM, d'utiliser de la donnée que vous donnez malgré vous avec les expressions corporelles que vous ne voyez pas parce que vous vous êtes immergé, vous vivez votre histoire et en fin de compte, on capte vos données et vos intentions, un retrait, ça veut dire que vous craignez quelque chose, etc. On peut décoder tous vos comportements. Suite à ça, on peut ajouter aussi qu'un État pourrait très bien montrer à des gens, voilà, je mets mon casque, je mets mes gants apniques et je suis envahi par une belle histoire, je vais me promener, je suis heureux, je retourne à ma vie, je retourne dans mon petit appartement, je n'ai pas grand-chose. Effectivement, j'attends peut-être l'immersion suivante. Ce qui veut dire que quelque part, il peut y avoir un endoctrinement ou une façon de maintenir les gens dans une forme de cohésion sociale, parce que quelque part,
se divertir ailleurs, ben, c'est un peu l'utopia, hein, comme on le voyait Thomas More. C'est la matrice. Voilà, c'est la matrice. Voilà. Et on se dit comment vivre après en dehors de ça. Quant au jumeau numérique, je rajoute un truc. Le jumeau numérique, il est intéressant dans l'industrie, mais aussi dans l'industrie en santé. Et ça, c'est très important parce qu'on peut avoir, avec un jumeau numérique, envisager des organes, on peut envisager une immersion pour pouvoir soigner des gens, guérir. Et là, on est véritablement dans le côté plus bienveillant du métaverse et pas seulement tel qu'on le décrit toujours. C'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, percutantes. Voilà, on parlait souvent de la fracture numérique. Il y a presque la fracture du doute. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça existe vraiment? Tout à l'heure, Kevin parlait aussi de formation. Alors, la formation, ça peut se faire en tutoriel classique. Là, on est dans un multiverse. Est-ce que vous êtes tous les deux, je pense particulièrement à Kevin, mais tous les deux, des observateurs de ce qui est le plus waouh, le plus efficace, le plus opérationnel en matière de multiverse? Si on doit fixer comme ça les esprits de ceux qui nous écoutent pour dire, attendez, non, là on rigole plus, quoi, ça marche vraiment, ça forme vraiment. Quels sont les exemples concrets qu'on peut citer? J'ai une donnée à te donner. Quand tu es dans un environnement immersif, tu retiens 80 fois plus de choses. Je vais m'arrêter là-dessus, parce que je pense que c'est suffisant en termes de data pour expliquer ce que ça donne. Je veux juste rebondir sur les GAFAM, sur le point stats, parce que là, pour le coup, c'est un point sur lequel je suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on s'est mis cette histoire de CNIL et tout le tralala. C'est typiquement français, et on se fait éclater la tronche vis-à-vis des Américains, parce qu'eux, ils n'ont pas ces problématiques-là. Donc nous, on se retrouve avec des problématiques de plus pouvoir traquer les datas, plus pouvoir s'en servir, alors qu'aux États-Unis, ils n'ont pas cette restriction. Donc, moi, c'est plus un truc qui me dérange aujourd'hui, parce que, encore une fois, ça peut tomber dans de mauvaises mains, on peut réutiliser les datas de manière malveillante, mais comme on peut le faire de manière tout à fait bienveillante, et entre nous, c'est sûr que si on pouvait regarder la télé et que les seules pubs qui passent sont des pubs qui nous intéressent, déjà, ça serait déjà vachement mieux que de tomber sur des pubs qui ne nous concernent absolument pas. Je parle juste du côté chiant en plus, côté pub. Bref, cela étant dit, 80 fois plus d'informations retenues quand on fait une formation en immersif, et 4 à 10 fois plus de conversion quand on est dans l'objectif marketing. Sous-entendu, si je gamifie l'expérience, que je suis en immersif, je vais avoir 4 à 10 fois plus de clients à volume équivalent sur un support de ce type-là versus un support standard. Ce sont des chiffres et des usages très... Dernier point, le métaverse ne veut pas dire casque de réalité virtuelle. On peut vivre un métaverse de manière plus light, bien entendu avec un mobile, avec son ordinateur ou sa tablette. Parce que tout le monde se dit, ouais, métaverse, voilà, gros truc, le casque, c'est faux. On peut le vivre de manière plus light. Forcément, c'est moins impactant, mais c'est multi-device. Donc, on n'est pas obligé d'avoir du hardware, matériel, qui soit lourd. Sauf qu'aujourd'hui, puisqu'on parle des GAFAM, l'entreprise Facebook est devenue Meta. Meta ne vend pas un métavers light avec un téléphone, ils vendent un métavers immersif avec davantage de technologie et vraiment une expérience vécue de cette façon, qu'ils ont même mis une loi interne on peut limiter le rapport, la proximité entre les gens, body privacy, parce qu'ils se sont rendus compte que les nanas se faisaient mettre les mains aux fesses ou on se retrouvait avec des situations de viol. C'est vraiment très différent du monde réel. Voilà, exactement. Non, c'est un autre sujet. Non, mais c'est pour dire que quelque part, on se retrouve toujours avec... on peut dépliquer les mondes, si quelque part l'humanité ne se redresse pas, on retrouvera les mêmes travers. Par contre, ce qui est intéressant quand même malgré tout, c'est de se dire que dans cette expérience, on va dire, d'immersion, on peut aussi se dire que on doit, nous, en Europe, il me semble, créer un équivalent GAFAM européen avec, je ne suis pas d'accord là, je me pose un petit peu, mais on ne peut pas dire, voilà, nous on est en Europe, on se fait avoir par les GAFAM du monde entier, chinois et machin, en disant, eux ils ne sont pas éthiques, ils ont raison. On peut très bien faire quelque chose qui va être puissant, avec une forme d'éthique déjà intégrée, il faut juste faire on deviendra une zone d'opacité. C'est un bâtard mégal, c'est la seule chose. Ça, les Russes et les Chinois, ils ont leur Google, ils ont leur truc. En Europe, on est l'arrière-cour de gens qui n'ont pas les... Ouais, c'est ça. Et on deviendra une zone d'opacité pour les autres. Et je vous rappelle simplement que quand il y a le début de la guerre en Ukraine, on a quand même le président du rallye qui a dit comme ça, je peux vous donner l'accès à de l'internet satellitaire, ce qui voulait dire que déjà les grandes puissances qu'on appelle les grandes multinationales qui infiltrent ou en tout cas qui influent les politiques ont déjà de l'internet satellitaire, ce qui veut dire que quelque part, eh bien, on est déjà dépendant d'Elon Musk, de ces grandes, voilà. Donc on est déjà dépendant de ces grandes puissances. Le PIB d'Elon Musk est plus grand que, je crois, 40 pays du monde. C'est ça. Donc il est au-dessus de tout, même des lois et des États. Donc j'ai envie de dire que d'un point de vue géopolitique et stratégique,
Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir faire un métavers régulé par des normes, etc., pour de la cybersécurité, pour plein d'autres choses. Et surtout, comment après, une fois qu'on l'a créé sur les fondements intéressants, développer effectivement tout ce dont tu parles, c'est-à-dire un métavers qui peut être à différents degrés, avec de l'expérience immersive réelle quand on veut vivre quelque chose de nouveau, et de l'expérience client, de l'expérience d'un concert de musique, etc. Donc on peut être dans une cohésion aussi dans le métaverse. On approche de la fin. Merci Laurence pour cette analyse et son regard. Je terminerai avec Kevin parce que j'ai vraiment comme mission de vouloir donner des éléments concrets. Bon, la première chose avant votre mot de la fin, Kevin, c'est de rappeler que vous faites des démos jusqu'à demain soir. Qu'est-ce qu'on peut découvrir concrètement sur votre stand? On va avoir des cas concrets de formation. On a justement à nous recruter Adrien qui est derrière en blanc, qui est un ancien QSE chez Vinci. Donc ça a été le cas dans l'entreprise qu'on a fait. La première chose, c'est de recruter des talents qui ont une expertise pour reprendre ce qui manquait au métier. C'était pas des talents de la tech, c'est des talents, là en l'occurrence, la QSE, quoi. C'est des talents de métier. Mais là, pour le coup, c'était un ancien QSE. Et effectivement, c'est vachement pratique de se dire, un expert métier vient vous dire, OK, nous, les problématiques aujourd'hui pour faire ça à grande échelle, pour diminuer le nombre de risques, ce serait de faire ça. Et nous, on crée les produits par rapport à ça. Donc en fait, ça vient toujours du marché. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, notre capacité à ce que les métaverses, et je dis bien les métaverses, et pas le métaverse ou méta, attention de ne pas faire confusion là-dessus, marche, c'est à partir du moment où tous les gens qui en font la promotion, comme nous, répondent à des usages, à des besoins, et pas juste à un mot-clé, à faire un buzz ou à partir dans un mode jeu vidéo. Et c'est ça qui fera vraiment la différence. Donc oui, on fait des démos là-dessus, il y a pas mal de choses à découvrir sur de la formation, sur de la gamification, sur même des choses plus simples, de visites virtuelles interactives avec des personnes qui viennent nous parler, etc. sur le stand. Donc si vous voulez aller essayer, vous pouvez voir avec Adrien directement, il vous montrera tout ça. Et ça sera un moyen aussi de parler stats. Alors moi je suis très data, donc effectivement quand on nous demande, j'ai 1 milliard de stats à vous sortir sur les avant-après avec ces technologies-là. Vertim est basé où, pour info? Sophie Antipolis. Voilà, on se connaissait pas, mais moi je suis toujours étonné de voir le nombre de talents, de gens qui travaillent au niveau France, international, pas toujours en interaction avec les métiers du territoire. Et moi, merci Kevin, merci Michel aussi, je crois que c'est Michel Malago qui a créé cette... On en a pas mal localement quand même. Il y en a pas, non, mais il y en a énormément. Moi j'en connais beaucoup, on se connaissait pas, mais j'en connais beaucoup, mais souvent tournés vers la terre entière et pas toujours sur les acteurs du territoire. Donc c'est cool que effectivement un pro du Metaverse qui rayonne loin s'en faut, bien au-delà de la Côte d'Azur ou de la région sud, voilà, s'interconnecte avec les acteurs de l'industrie, et bien entendu, mesdames et messieurs les industriels, interconnectez-vous, et les 16 heures passées avec effectivement ces talents, sans oublier évidemment le regard, l'analyse effectivement éthique de Laurence. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce focus. Eh ben, je crois qu'on vous retrouve également demain pour des démos sur le plateau. C'est pas la dernière, il reste encore un dernier temps fort avant également ce soir l'afterwork, vous avez vos kits apéro, ça va être sympa. Mais le dernier temps fort, c'est l'Origine France garantie. C'est dans pas longtemps, dans 16h45, dans un quart d'heure. Merci à tous les deux. On se retrouve très vite sur le plateau. Merci.